Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Un instant, on a cru au miracle. Les combats avaient diminué d'intensité lundi matin dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. Même Sarajevo avait connu une nuit étonnamment calme. Ça n'a pas duré. 15 personnes ont été tuées dans l'après-midi et 30 autres, dont plusieurs enfants, ont été blessés par une nouvelle pluie d'obus et de roquettes qui s'est abattue sur la ville martyre. On s'y arrête tout de suite avec Pierre Azan. La trêve promise par les belligérants n'aurait été qu'un nouveau chiffon de papier pour les habitants de Sarajevo. Les Serbes continuent de pilonner la ville. Hier, les casques bleus ont compté 300 obus et aujourd'hui encore, les bombardements se sont poursuivis. Quant aux 30 000 casques bleus, c'est la morosité. De fait, ils tentent d'effectuer une mission quasi impossible. Entre les tracasseries au barrage et les manifestations soi-disant spontanées, les soldats de la paix ont bien de la peine à faire passer les convois humanitaires. Les casques bleus sont eux-mêmes pris pour cible. Devant le viol constant des promesses des belligérants, ils n'ont jamais réussi à imposer les fameuses zones de sécurité censées protéger des populations civiles. Bref, ils étaient venus faire respecter la légalité internationale. Ils se retrouvent otages d'une guerre qu'ils ne maîtrisent pas. Et la moutarde leur monte au nez, on peut les comprendre. Le commandant en chef des casques bleus pour l'ensemble de l'ex-Yougoslavie commence à en avoir par-dessus la tête. Il s'agit en l'occurrence d'un officier général français, il s'appelle Jean Cotte. En s'exprimant sur l'antenne de nos confrères de France 2, il n'a pas mâché ses mots. Nous sommes prêts, a-t-il dit en substance, à passer à l'offensive sur le plan militaire si l'ONU nous en donne le feu vert. Le général Cotte. Ma liberté d'action n'est pas aussi grande que je pourrais le souhaiter, vous vous en doutez, parce que je ne suis pas ici pour faire la guerre, par exemple, mais nous pouvons, je pense, faire quand même deux choses. D'abord, durcir notre attitude à l'égard des Serbes de Bosnie en particulier, puisque ce sont eux qui mettent les entraves les plus grandes à notre liberté de mouvement en ce moment. J'ai pu le vérifier pendant la longue semaine que j'ai passée là-bas. Et puis aussi, et c'est ce message que je m'efforce de faire passer, et puis aussi en faisant pression à Genève, y compris sur nos négociateurs, parce qu'il me paraît absolument impossible qu'on puisse d'une part se comporter en gentils intercesseurs et avoir des conversations de gentleman avec les responsables politiques et militaires de l'ex-Yougoslavie, et puis d'un autre côté, que notre force sur le terrain soit soumise à des pressions de plus en plus fortes quand ce n'est pas des humiliations. Donc je dis en effet très clairement à Genève, et je veux faire passer aussi ce message à New York, que nous devons sans doute donner un coup d'arrêt, et on ne peut pas à la fois être gentil à Genève et subir sur le terrain. On est loin de ce qu'on a coutume d'appeler la langue de bois. Le rouge et le noir, qu'on soit passé d'une année à l'autre, les week-ends se suivent et se ressemblent tragiquement en Afrique du Sud. 1994 a en tout cas commencé par un véritable bain de sang. 50 personnes ont été massacrées à travers le pays, et particulièrement dans la province du Natal. Selon la police, les meurtres résultent pour la plupart de la criminalité ordinaire ou de violences liées à des rivalités politiques. Au Mexique, les combats qui opposent depuis samedi dernier les insurgés de l'armée zapatiste de libération nationale à l'armée régulière mexicaine ont fait, selon un premier bilan officiel, 57 morts, tandis que d'autres sources parlent de plus de 100 victimes. Victimes à relever parmi les plus défavorisés de cet État mexicain du Chiapas, dans le sud du pays, à la frontière du Guatemala. Récit d'une bataille éclair déjà perdue, on écoute Isabelle Gonnet. Un bras de fer engagé entre les insurgés et le gouvernement autour de 5 villes depuis 2 jours et qui s'est poursuivi aujourd'hui à Ocosingo. Même si l'armée a pu reprendre le contrôle de la ville de San Cristobal de las Casas et d'une autre cité dans l'état du Chiapas, les Indiens se révoltent contre l'injustice qui les frappe depuis la colonisation. Pauvreté, chômage, analphabétisme, répartition inégale des terres, le peuple indien n'en peut plus. Et les guérilleros qui se réclament du révolutionnaire Emiliano Zapata au début du siècle trouvent un appui dans les couches les plus modestes de la population. Reste à savoir si le gouvernement de Mexico, ainsi alerté, entreprendra des réformes économiques et sociales après la répression armée des rebelles. La réputation des lignes aériennes russes a encore pris du plomb dans l'aile avec un dramatique accident survenu aux confins de la Sibérie. Les 120 passagers et membres d'équipage d'un Tupolev 154 ont trouvé la mort dans l'accident de leur avion. Il n'y a aucun survivant. Parmi les victimes, 16 étrangers, dont 9 ressortissants allemands. C'est la plus grave catastrophe aérienne survenue en Russie depuis près de 10 ans, et c'est Pierre Azan qui nous en parle. Les familles et les amis des passagers du vol Irkoutsk-Moscou attendent et attendront en vain.
Les 120 personnes à bord du Tupolev 154 des Baikal Airlines sont mortes sur le coup lorsque 3 réacteurs sont tombés en panne, forçant l'appareil à s'écraser. C'est à midi, peu après le décollage de Irkoutsk, dans le sud sibérien, que la catastrophe aérienne s'est produite. Selon des experts occidentaux, la sécurité à bord des avions s'est nettement détériorée depuis que le capitalisme sauvage règne dans le ciel russe. Pour comprimer les coûts, les lignes privatisées rognent sur la sécurité et surchargent les appareils. Bref, les problèmes de maintenance et de respect de la réglementation sont désormais passés au second plan. Nombreux sont ceux qui prédisent même une multiplication des catastrophes aériennes en Russie, à moins que ce nouvel incident n'ait valeur de signal d'alarme. Des contacts qualifiés d'intensifs seraient en cours entre Israël et l'OLP pour relancer le processus de paix de l'accord de Washington. Ces contacts ont lieu en Norvège, où s'était déroulée la première et décisive phase secrète de négociation entre les deux parties. D'autres gouvernements y sont d'ailleurs étroitement mêlés. Certaines dépêches parlent cette nuit de véritables bras de fer entre les deux négociateurs. On y reviendra naturellement. Chez nous, comme ailleurs aussi, nul n'est censé ignorer la loi. Raison de plus pour nous arrêter un instant sur l'arrivée en force dans notre arsenal législatif de 70 nouvelles lois, ordonnances et autres règlements. Des textes qui sont entrés en vigueur au 1er janvier, raison pour laquelle on en parle. On laissera le soin aux professeurs de droit d'en faire l'inventaire exhaustif à leurs élèves, comme nous laisserons à Sophie Lagrange la charge d'en faire pour nous une brève synthèse. Sophie Lagrange. Commençons avec une loi qui nous concerne tous, nous autres consommateurs. Désormais, les fabricants, importateurs et fournisseurs sont tenus responsables des blessures et des dégâts matériels causés par leurs produits défectueux, sous réserve quand même d'une franchise de 900 francs et d'avoir utilisé le produit conformément à son but. Autre nouvelle loi, autre bénéficiaire, les divorcés qui touchent des rentes AVS-AI. Elles ont désormais droit à un bonus éducatif. Il s'agit d'une prime de 200 à 340 francs pour services rendus à la patrie, c'est-à-dire les années passées à élever des enfants. Quant aux paysans qui exploitent eux-mêmes leurs terres, ils voient leur position renforcée avec le nouveau droit rural, notamment face aux spéculateurs fonciers. Enfin, on citera encore la loi sur l'assurance militaire entièrement révisée qui permet une meilleure coordination avec les autres assurances. Résultat, fini les surindemnisations des victimes d'accidents militaires. Merci Sophie. Un coup d'œil sur quelques grands marchés financiers internationaux. 1994, c'est une année qui commence en beauté sur les principales places boursières internationales. La bourse de Hong Kong, vous le voyez, a fêté le nouvel an cassant la barre des 12 000 points. Le Hang Seng, qui ressemble de plus en plus à une fusée, a gagné 1,7% à 12 086 points. En Europe, les marchés ont placé ce premier jour ouvrable sous le signe de l'espoir d'une fin de la récession et d'une poursuite de la baisse des taux. En Suisse, les cycliques menaient la danse. Le SMI a fini ainsi en hausse à 2 996,2 points. L'Allemagne a moins bien commencé, alarmée par la personnalité du nouveau voisin russe, M. Jirinovski, et affaibli par l'absence des investisseurs anglais encore en vacances. Le DAX est resté pratiquement inchangé à 2 268 points. Sur le marché d'échange, le dollar était relativement calme. Sa fermeté soutenait les bourses européennes et contre notre devise, il s'est changé à 1,486. Enfin, Wall Street a fini en légère hausse. Le Dow Jones a gagné 2,51. L'indice des valeurs vedettes américaines s'affichait en clôture à la cloche à 3 756,60. Un coup d'œil sur les prévisions de la météorologie. Cette nuit, le ciel sera très nuageux avec des précipitations. La limite pluie-neige passera de 1500 à 800 mètres. Nous aurons droit ensuite à une accalmie avec des éclaircies en pleine notamment. Pour les jours qui viennent, beaucoup d'humidité jusqu'à samedi. Le ciel sera souvent très nuageux avec des précipitations fréquentes, surtout à l'ouest et au sud du pays. Voilà, fin de ce bref panorama de l'actualité de ces dernières heures. Pour adoucir cette nuit, c'est Tchaïkovski et l'orchestre de Radio Moscou qui vous attendent tout de suite après notre générique de fin. Merci de votre attention, au revoir, à bientôt, bonsoir.